Vincent Kutkovitz nous a rejoint sur le plateau de Parlons Placement. Bonjour Vincent. Alors, bien prévoir et me regarder l'horizon. On en a parlé avec l'horizon d'inflation et Jonathan. Et avec vous, on va parler de 2019. C'est un horizon à plus court terme, mais qui est important parce qu'il se passe pas mal de choses en termes d'évolution législative, réglementaire et de changement ne serait-ce que de feuilles de paye très bientôt. Bien sûr. En fait, chaque année, on a notre lot de nouveautés qui arrivent. L'année dernière, on était très marqué par l'arrivée de l'impôt sur la fortune immobilière et autres prélèvements forfaitaires uniques sur l'assurance vie. Cette année, on est plutôt questionné et on se pose pas mal de questions par rapport notamment au prélèvement à la source. Oui. Et donc, le prélèvement à la source concerne essentiellement, d'une certaine manière, les salariés. Le grand changement aura lieu pour les revenus du quotidien, j'entends. Pour toute la partie patrimoniale, on a peu regardé, peu de gens ont parlé en fait de l'impact sur le patrimoine, sur les épargnants, parce qu'un salarié peut être aussi un épargnant et vous allez nous montrer qu'il y a des conséquences. Exactement. Alors on est déjà en septembre et certains ont en tête depuis un certain nombre de mois que 2018 serait une année blanche, une année extraordinaire dans laquelle on pourrait finalement augmenter ses revenus sans être fiscalisé. Alors, ce qui n'est pas très simple pour un salarié lambda qui n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, mais en effet, certains l'imaginaient, par exemple, sur des plus-values. Exactement, on se disait, tiens, c'est l'année où il faut faire des plus-values. C'est l'année où il faut éventuellement engranger des plus-values qu'on a latentes depuis un certain temps. C'est l'année où il faut faire des retraits plus importants sur son contrat d'assurance vie. On va voir qu'en fait, tout ça, finalement, l'année 2018 ressemble aux précédentes et ressemblera à l'année 2019. C'est-à-dire qu'en fait, le fisc a mis en place un certain nombre de dispositifs qui lui permettent de neutraliser les envies de certains de profiter de cette année-là. Malheureusement, il n'y aura pas d'année blanche, pas de cadeau au Père Noël, du Père Noël, parce qu'en effet, ça va être lissé et ils vont recalculer pour éviter qu'il y ait des trous dans la raquette. Je prends l'exemple des plus-values sur cession mobilière, par exemple. Il y aura un calcul qui sera fait en 2019 qui permettra de rattraper et de fiscaliser les plus-values qui sont intervenues en 2018 sur, par exemple, des titres. Ça aurait été trop beau. Il y a des petites choses comme le crédit d'impôt aussi qu'il faut prendre en compte. Exactement. Il y a eu une nouveauté ces dernières semaines, puisqu'en fait, toutes les personnes qui bénéficient de réduction d'impôt ou de crédit d'impôt se posaient la question pour ces personnes-là de savoir si finalement, avec la mise en œuvre du prélèvement à la source, si elles n'allaient pas finalement alimenter la trésorerie pendant un certain nombre de mois de l'État, puis après bénéficier d'un remboursement au regard des réductions d'impôts. Donc finalement, il y a eu des discussions ces dernières semaines, et on a beaucoup entendu parler dans les médias, et il a été décidé de porter un crédit d'impôt qui était prévu de 30% au 1er janvier à 60%, justement pour faire en sorte que l'ensemble des réductions d'impôts puissent être absorbées d'une certaine manière par ce crédit d'impôt. Il interviendra en septembre. Si on a encore un petit peu de crédit, on pourra bénéficier de ce crédit-là. Ou alors, il y aura une régularisation dans l'autre sens, sur la base de la déclaration de revenus qui continuera à intervenir. On continuera à faire sa déclaration de revenus à la même époque, comme au bon vieux temps. Sauf qu'en fait, les régularisations par rapport au prélèvement à la source ou au crédit d'impôt interviendront en septembre, étalées de septembre à décembre. Donc ça, c'est pour le crédit d'impôt, qui est une bonne mesure. Et par ailleurs, il y a un autre élément majeur qui était, beaucoup de gens se posent la question, nous on a eu beaucoup de questions dans ce sens-là, faut-il continuer à abonder ces contrats d'épargne retraite qui bénéficient en fait de réductions fiscales en 2018. Donc je pense notamment au PERP et beaucoup ont hésité, beaucoup de spécialistes ont hésité aussi en disant finalement il ne faudra peut-être pas verser en 2018. Bon, la leçon à retenir, c'est le pendant en fait de l'année blanche en termes d'impôt sur le revenu. Et ce que je veux, parce que j'ai peu de temps, ce que je veux que les gens retiennent, c'est de se dire que finalement en 2018 il faut continuer à opérer de la même manière qu'en 2017. Si jamais il y avait eu une année où s'était octroyé une année sans versement, par exemple, vous ne bénéficierez pas à plein des possibilités de déduire fiscalement en 2019 ce que les personnes auraient abondé sur leur contrat d'épargne retraite, comme le PERP, par exemple. Donc, en moralité, pas d'année blanche, ni du côté de l'impôt sur le revenu, ni du côté des autres... Exactement. Des autres produits. Loi Pacte, c'est un deuxième sujet qui nous occupe en cette rentrée. Le Big Bang arrive peut-être de ce côté-là. La loi Pacte, c'est en fait un ensemble, c'est un wagon de réformes dans lequel il y a une partie qui concerne la retraite, notamment, et l'épargne. Donc on a
toute une partie sur l'épargne retraite qui est majeure, sur lequel aujourd'hui on y voit déjà un peu plus clair, puisque la loi sera votée probablement début 2019, mais aujourd'hui on sait déjà quels sont les grands principes qui vont nous préoccuper, qui vont nous toucher, les épargnants et nos clients épargnants. Donc il y a premier élément, il y a une grande réforme des plans épargne-retraite, puisque d'ailleurs il va y avoir la création d'un plan épargne-retraite qui a pour vocation de rassembler l'ensemble des produits de retraite, PERP, Madelin, etc. Et donc c'est probablement une révolution, puisque tous ces produits d'épargne-retraite finalement ont chacun leur particularité. Ouais. Il y a la volonté, en fait, pour l'État de créer un vrai effet massif, un vrai dynamisme. Avec plus de visibilité. Beaucoup plus de visibilité. Et sensibiliser, en effet, tout un chacun au fait qu'on sera moins bien loti en tant que retraité qu'on ne l'est actuellement et que le sont les générations actuelles de retraités. Exactement. Et donc, c'est pour ça qu'un des éléments majeurs, c'est de créer ce mouvement à travers la centralisation autour d'un grand plan épargne-retraite. Et il y aura la possibilité aussi, qui sera beaucoup plus offerte qu'aujourd'hui, de transférer les avoirs d'un produit à un autre, des anciens produits vers le nouveau, entre compagnies également, entre sociétés. Et ça, ce sera quelque chose de tout à fait révolutionnaire dans le monde de l'épargne. Et l'assurance vie là-dedans, dans ce paysage? Alors, il y a eu une tentative ces derniers jours. C'est un serpent de mer qui arrive souvent sur la table. C'est certains acteurs militent pour, il y a probablement des avantages à envisager le fait que, et en tout cas c'est bon pour les épargnants, le fait que les épargnants puissent transférer leur contrat d'assurance vie d'une compagnie à une autre. Et on n'était pas loin cette semaine d'arriver à obtenir ce changement-là. Un peu de concurrence finalement. Voilà, ça aurait ouvert la concurrence, ça aurait probablement incité les compagnies d'assurance vie à faire face de façon plus directe à la concurrence. Et ça aurait probablement offert des opportunités intéressantes. Le sujet est certainement pas clos, il reviendra sur la table, mais il faut dire aussi que les compagnies d'assurance vie étaient gênées quand même parce que ça pouvait mettre en péril un peu leur gestion à long terme. Et on sait que les compagnies d'assurance vie ont un objectif, c'est de gérer justement aussi pour la retraite de leurs clients les fonds à très long terme. Et donc avoir ce sera peut-être un jour pour les nouveaux contrats, pas forcément l'historique. C'est possible. En tout cas, aujourd'hui, bon, en tout cas, ce sujet-là est de nouveau remis au placard. Prochain épisode l'année prochaine. Voilà, dans un prochain numéro de Parlons Placement. Loi de finances 2019, qu'est-ce qu'il faut retenir également sur le dernier item? Alors, cette année, donc l'année 2019 sera beaucoup moins marquée par l'innovation que l'année 2018. Ce qui me paraît important de retenir, c'est qu'il y a une pression aujourd'hui qui apparaît notamment sur les retraités expatriés. On en parle de temps en temps chez bienprévoir.fr. On a d'ailleurs écrit un article ces dernières semaines qui se retrouve sur notre site. On a fait un peu le tour de la question. Les retraités expatriés, on voit beaucoup de retraités qui profitent de cet âge-là pour aller à l'étranger pour des raisons parfois fiscales. Je pense au Portugal qui est la première destination. On a aujourd'hui 1 million de Français qui passent leur retraite à l'étranger. C'est absolument un phénomène de société. Et aujourd'hui, ces personnes-là sont dans l'œil du viseur du fisc français qui a pour vocation actuellement d'aller finalement récupérer un peu son dû. Et donc là, il y a un premier projet qui revient sur la table aussi, qui apparemment est bien parti cette fois-ci, c'est de faire en sorte que les retraités qui en France, les résidents français et retraités, ont vécu une augmentation de la CSG de 1,7 point l'année dernière. Il est a priori possible que les retraités expatriés soient soumis à la même hausse de la CSG en 2018. Donc moi, ce que je veux que les gens retiennent aujourd'hui, c'est pas le seul projet en fait qui est en train d'émerger sur cette question-là. On sait qu'aujourd'hui, les dispositions particulières au Portugal pour les retraités expatriés qui sont très attractives, sont en train d'être remis à plat par le fisc français, notamment dans le cadre de la convention entre la France et le Portugal. Bon, donc le sujet, c'est retraités expatriés. Si vous avez pris des décisions d'expatriation uniquement sur des raisons et un dispositif fiscal, sachez qu'aujourd'hui, il est probablement, il faut revoir ces projets, soit autrement, soit envisager de s'adapter aux nouvelles conditions. Bercy is watching you. On regarde très rapidement le tableau pour récapituler ces 3 grandes thématiques. Voilà, vous pourrez le regarder tranquillement en appuyant sur stop ou pause sur la chaîne YouTube ou sur quel que soit le player. On finit juste avec un dernier mot parce que ce n'est pas dans les lois ou dans les projets actuels, mais il est sur la table, il est de nouveau question de taxer davantage les héritages. Oui, effectivement. On parle un peu
à contre-courant de tout ce qui se passe dans le monde, un arbitrage à faire et d'augmenter les droits de succession. Alors, on ne parle pas de remettre des droits de succession entre époux, qui ont été supprimés par les gouvernements Sarkozy. Par contre, il s'agit d'augmenter éventuellement les droits de succession entre héritiers. Et donc là, effectivement, c'est un débat qui commence, une petite musique qui commence à monter. C'est aussi un sujet qui arrive régulièrement au moment des lois de finances. On en parle chaque année. Il n'est pas dit que ce soit aussi évident à mettre en place parce que là, il y aurait un coût politique absolument important, majeur. L'objectif qui est derrière le gouvernement, si tant est que ce projet aille au bout, c'est de se dire que là aussi, c'est qu'il faut privilégier les revenus du travail aux revenus du capital. Simplement, je pense que c'est la rente. Tout à fait par rapport à la rente. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très difficile. C'est un coût politique très important. Ça n'était pas dans le projet du président de la République. Ouais. Donc, je pense que c'est un petit ballon d'essai qui est lancé. On sera évidemment très vigilant chez bienprêt.fr et on sera en première ligne pour analyser tout ça. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup Vincent. À très bientôt pour un prochain épisode. Merci.